Hamzat Boukari Yabara, vous êtes docteur à l'EHESS, historien et vous venez de faire paraître aux éditions de la Découverte Africa Unite, une histoire du panafricanisme. La question du panafricanisme commence par une interrogation double. Qu'est-ce que l'Afrique et qui est africain? Et c'est sur cette question, est-ce que c'est une question de géographie ou de couleur de peau? Alors effectivement, c'est une question qui mérite d'être posée puisque l'Afrique a des frontières géographiques qui ont été définies par la cartographie, une cartographie qui est eurocentrée, donc c'est une représentation de l'Afrique. Et en même temps, en dehors de cette Afrique, il y a eu toute une histoire de migration. On retrouve aujourd'hui des Africains qui, par le fait de la traite transatlantique, sont dans les Amériques. Et ce sont ces Africains de la diaspora qui forment avec les Africains du continent ce qu'on appelle la famille africaine mondiale. Alors, dans quelle mesure cette famille africaine mondiale se caractérise par sa couleur de peau ou par son appartenance historique au continent africain? C'est tout un débat. Dans quelle mesure l'Afrique du Nord, par exemple, fait partie de cette histoire du panafricanisme? Ce sont des points qui sont éminemment discutés et discutables et il me semblait important dans cet ouvrage Africa Unite de réconcilier définitivement les différentes identités qui marquent le continent africain. Ce sont des identités multiples basées sur la volonté d'émancipation politique, économique et sociale vis-à-vis d'un ordre oppressif. Donc c'est cela qui caractérise le panafricanisme et c'est cela qui caractérise la définition de l'Africain. Est africain celui qui combat pour la liberté et la dignité de l'Afrique et des peuples africains, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son appartenance géographique, quelle que soit son histoire passée. De ce fait, curieusement, l'idée de l'Union africaine a beaucoup été portée par l'extérieur, par la diaspora. Effectivement, alors dans le concept de diaspora, il y a cette idée d'éclatement, de dispersion. Donc il y a nécessairement en retour la volonté de réunir ce qui a été séparé, ce qui a été coupé. Donc ce sont des militants principalement issus des États-Unis et de la Caraïbe qui, à la fin du XVIIIe siècle, depuis Haïti, depuis les États-Unis, depuis la Jamaïque, ont lancé cette idée de retourner vers l'Afrique, également cette idée d'unir les différents peuples africains de par le monde et de revenir dans un but de libérer le continent africain qui à la fin du XIXe siècle, tombait sous le coup de la colonisation. Donc au cours du XXe siècle, le panafricanisme de cette idée d'unité va devenir un mouvement de libération, donc un mouvement qui va être lié aux luttes anticoloniales. Et à partir de la seconde moitié du XXe siècle, donc à partir de quelques pays comme le Ghana de Kwame Nkrumah ou la Guinée de Sékou Touré, ce mouvement va devenir beaucoup plus politique et il va être porté par des États indépendants qui vont soutenir des luttes de libération, qui vont également soutenir des combats contre le racisme. Donc la lutte et la victoire finale contre l'apartheid au début des années 90 va être considérée comme une des grandes victoires du panafricanisme. Il y a effectivement 3 temps dans votre ouvrage. Le grand moment de l'aspiration panafricaine, c'est au moment des luttes pour les indépendances. Pourquoi à ce moment-là ? Alors à ce moment-là, parce qu'il y a déjà un bouleversement géopolitique, on se rend compte que les anciennes puissances coloniales qui avaient fondé leur domination sur les idées de civilisation, de progrès, de raison, ont montré quel était leur réel visage. Il y a également le développement parmi les peuples africains, les sociétés africaines en général, de classes d'intellectuels beaucoup moins conservateurs, beaucoup plus progressistes et beaucoup plus révolutionnaires, qui souhaitent participer de plein pied à cette nouvelle histoire mondiale qui s'ouvre à partir de 1945. Donc il y a des techniques qui vont passer par l'internationalisme. On va avoir des connexions entre les militants africains et les militants cubains, par exemple. Tout le mouvement noir américain qui est lié à la lutte pour les droits civiques va également se rapprocher des luttes qui ont lieu sur le continent africain. Donc tout cela, en fait, va germer et va donner quelque chose d'assez inédit. Donc le panafricanisme, c'est, je pense, cette capacité à recycler les luttes. Et au moment de la décolonisation, au moment des indépendances, on était dans une période où justement les luttes étaient en train d'évoluer. Est-ce qu'il fallait uniquement obtenir une libération politique ou est-ce qu'il fallait aller beaucoup plus loin et modifier l'ordre établi fondé sur un système capitaliste? Et c'était l'un des grands enjeux qui était en place à cette époque-là. Malheureusement, face à la volonté des militants africains, antillais et nord-américains, noirs américains principalement, de faire cette unité, il y avait de l'autre côté des intérêts extrêmement puissants liés aux puissances impérialistes qui concernaient l'Afrique, et l'Afrique est devenue un terrain de jeu des impérialismes, le butin, je pense, de la guerre économique mondiale qui est en cours depuis un certain nombre d'années, même encore aujourd'hui.
On a beaucoup vu à ce moment des indépendances, mais y compris après, des dirigeants africains qui prônaient l'unité africaine avant d'arriver au pouvoir. Et une fois qu'ils étaient au pouvoir, finalement, ils se contentaient très bien de rester à l'intérieur de leurs frontières et de remettre à plus tard ou à des beaux discours toutes ces idées. Pourquoi ? Alors, ce sont effectivement des contradictions qui sont liées au fait que lorsqu'on n'est pas nécessairement au pouvoir, on a une vision différente des choses que lorsqu'on y arrive. Et ce sont surtout des contradictions qui sont liées au mode d'accession au pouvoir. Quelqu'un comme Kwame Nkrumah, qui a été le premier dirigeant de la première nation indépendante d'Afrique subsaharienne, était dès le départ convaincu que l'indépendance du Ghana n'était pas réaliste et n'était pas liée à la libération et à l'unification totale du continent. Donc il a pris cette initiative. En revanche, d'autres leaders ont été peut-être échaudés par les premiers échecs d'unification qui ont eu lieu dans les années 58, 59, 60 et se sont dit qu'il était peut-être plus prudent de commencer déjà par des indépendances séparées et ensuite de trouver des organes de coopération, des moyens de travailler ensemble, des plateformes, des forums, dont le plus connu va être l'Organisation de l'Unité africaine, pour mettre les choses sur la table sans nécessairement toucher aux intérêts liés à la souveraineté nationale, d'autant plus que cette souveraineté nationale qui devait accompagner les indépendances, dans bien des cas, a été récupérée par des intérêts néocolonialistes. Donc ce sont tous ces enjeux liés également à une dépolitisation des masses. Les masses avaient été politisées au moment de la marche vers les indépendances et progressivement, dans la plupart des pays, les régimes qui vont être mis en place vont dépolitiser les masses, vont réduire les moyens d'action de la jeunesse. Il va y avoir des conséquences sociales liées au programme économique d'ajustement structurel qui vont être extrêmement dommageables pour la conscience citoyenne des Africains. Donc ce sont tous ces éléments-là qui font que certains dirigeants, aujourd'hui la quasi-totalité finalement, sont convaincus qu'il est beaucoup plus important d'en rester à des pseudo-souverainetés dans des cadres étatiques hérités de la colonisation, plutôt que d'aller vers des ensembles plus larges, tout en sachant qu'il est absolument pertinent d'aller vers l'unité, parce que seule l'unité permet à des micro-États africains d'être beaucoup plus forts et de mieux défendre les intérêts, en particulier les intérêts du peuple, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a aussi des intérêts liés à la bourgeoisie néocoloniale africaine qui s'est mise en place à partir des années 60. Une des grandes ambitions du panafricanisme, c'était l'autonomie finalement du continent africain. Aujourd'hui, à chaque fois que surge une crise, que ce soit une famine, une guerre, Ebola aujourd'hui, on a le sentiment que tout de suite, il y a intervention des puissances, des anciennes puissances coloniales, voire esclavagistes pour les États-Unis. Donc le regard toujours se tourne vers l'extérieur. Pourquoi ? Alors, il y a sans doute un manque d'anticipation de la part des classes dirigeantes africaines, également des intellectuels africains, qui devraient être davantage engagés, je pense, sur le terrain politique, sur le terrain de la mobilisation auprès des peuples. Je crois qu'il y a également un manque de confiance de la part des populations. Je crois que les Africains aujourd'hui, dans bien des cas, ne croient pas suffisamment en eux. Ils sont d'autant plus convaincus que tout viendra de l'extérieur parce qu'ils sont pris dans un ensemble de propagande qui leur montre qu'ailleurs est beaucoup plus beau que l'Afrique. Or, si on sort de l'Afrique et qu'on regarde l'état du monde en général, on se rend compte que tous les archipels de prospérité qui sont ici ou là en Occident, en Chine ou ailleurs, sont en train de se refermer les uns après les autres et que le dernier archipel de prospérité, celui du XXIe siècle, c'est l'Afrique. Et il y a énormément de populations, de peuples, de travailleurs, d'entreprises qui aujourd'hui se tournent vers l'Afrique pour y trouver les moyens de subsistance au XXIe siècle. Et en revanche, les Africains sont en train de tourner le dos à leur continent. Donc je pense qu'il y a un ensemble de choses à remettre en ordre. Je crois qu'il y a une machine à relancer et je pense que cette histoire du panafricanisme permet justement de renouer avec le fil des événements et de comprendre qu'il n'y a que les Africains qui peuvent trouver les solutions aux problèmes africains quand ces problèmes sont liés réellement à la marge de manœuvre des États africains.